Du tout nouveau président de la République du Sénégal était très attendu ce soir. Ce soir, veille de l'anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, le 64e. Et on a eu donc 15 minutes chrono en français, presque autant en Wolof pour décliner les feuilles de route, mais également faire entrevoir les perspectives. La forme donc et le fond du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur ce plateau décryptage de ce soir avec nos invités. Je les présente. Nous sommes avec M. Daoud Tal, président du think tank ID Sénégal, également éditorialiste. Monsieur Tal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aram, merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à Maître Tine et puis bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Tine, également invité sur ce plateau décryptage. Maître Abdoulaye Tine est avocat. Il est président de l'Union sociale libérale, également membre de la coalition Diomaye Président. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Aram. Merci aussi pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs et les internautes qui vont nous suivre pendant les minutes à venir, en tout cas, ou les heures à venir. Et aussi, donc, bon, voilà, je m'adresse mes sincères salutations à mon co-débatteur, M. Tal. Alors, nous avons un troisième invité qui est de l'autre côté, aux États-Unis, en ligne avec nous, professeur Mamadou Diouf de Columbia University. Professeur, bonsoir, merci. Bonsoir et merci pour votre invitation. On revient à vous tout de suite, professeur, le temps de camper le décor avec nos invités sur ce plateau. Maître Tine, vous avez suivi avec tout le Sénégal la toute première adresse à la nation du 5e président de la République du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On s'arrête d'abord sur la forme. Comment vous l'avez vu ce soir, le président Diomaye Diakhar Faye? Alors, je l'ai senti serein. Un homme qui mesure le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Et c'est quelqu'un qui est dans une posture de réconciliation, de rassemblement, mais également qui cherche à rassurer à la fois les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur, mais également les partenaires du Sénégal. Et c'est quelqu'un qui, je l'ai senti dans son discours, on sent l'humilité, la simplicité, mais également on sent cet humanisme qui se dégage en l'homme lorsqu'il décrit et qui reconnaît effectivement la situation difficile des Sénégalais. Vous soulignez l'humilité, la sérénité, c'est important? C'est très important. Je pense que c'est fondamental pour le Sénégal au stade où nous sommes actuellement. Aujourd'hui, je pense qu'il était temps que les Sénégalais puissent avoir un dirigeant qui, en tout cas, compatit à leur situation, qui comprend parfaitement les Sénégalais et surtout qui est résolument engagé à transformer leurs conditions de vie. Comme il l'a dit en concluant, il annonce effectivement des concertations qui vont déboucher en tout cas sur des mesures concernant la cherté de la vie. Alors, Monsieur Tal, c'est un discours qui était très attendu, je le soulignais en début de plateau. Un président de 44 ans qui a pris les clés du Palais de la République hier et qui a prononcé aujourd'hui son discours exactement du Palais de la République. Et vous, comment vous avez analysé cette première adresse sur la forme du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Je pense qu'on a vu aujourd'hui un homme qui est très posé et qui mesure le poids de la charge. On sortait des festivités parce que quoi qu'on puisse dire, une prestation de serment, c'est quand même le prolongement quelque part de la fête d'une victoire électorale. Il y a une installation, donc c'est en quelque sorte une fête
qui se prolonge, tout en étant aussi quand même, tout en revêtant un caractère formel, officiel, avec cette prestation de serment. Mais là, installé dans ses nouvelles fonctions, il s'adresse à la nation une fois installé depuis le palais de la République et en même temps aussi à une date qui marque notre 64e indépendance. Je pense que c'était assez symbolique, c'était un enjeu, cette première apparition à ce moment très symbolique. Je pense on sent un homme qui mesure sa responsabilité. On sent également quelqu'un qui a envie de communiquer de manière transparente parce que d'emblée, le président Bassirou Diomaye Faye nous explique, fait un diagnostic quelque part de la situation et nous explique comment il compte régler, en tout cas, du mieux qu'il peut, les problèmes des Sénégalais. Et donc, je pense que cela contribue à une certaine envie de travailler tout de suite dans la forme, puisque il ne s'est pas attardé sur le rappel historique de l'indépendance, etc., même s'il l'a brossé un peu. Mais l'idée vraiment, là, c'est qu'on sent un homme qui a envie de marquer le pas, justement, non pas d'une manière militaire, mais d'une manière à aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations dans une communication qui démarre avec une certaine transparence, puisqu'on pourra peut-être y revenir dans le fond, mais il a dit des choses qui donnent des renseignements importants sur le cap, sur ce qu'il compte faire dès le premier discours. Et je pense que ça, c'est très courageux parce que les citoyens sénégalais, je pense, observent et scrutent ce premier discours-là pour voir dans quel sens il va aller, de quelle manière il se tient debout face à la nation, etc. Je trouve que dans la forme, pour une première sortie, on va dire que c'est plutôt réussi, oui, je trouve. Alors, oui, on l'a observé d'ici et d'ailleurs. On va voir du côté de la diaspora, précisément des États-Unis, où se trouve notre troisième invité. Comment également on a vécu cette première adresse du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Professeur, aux États-Unis, chez vous, comment vous avez vu ce soir le 5e président de la République du Sénégal? Je vous remercie pour votre invitation et pour cette première question qui, me semble-t-il, est une question importante. J'ai suivi donc le discours du président Bassirou Diomaye Faye et ce que j'ai remarqué dans la forme, c'est qu'effectivement, il a tenté de coller aux circonstances, mais à plusieurs circonstances. La première circonstance, c'est effectivement celle de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il a effectivement dans son discours parlé de ce moment qui est un moment fondateur dans notre histoire et qu'il faudrait qu'on célèbre. La deuxième, c'est en tant que président de la République, nouveau président élu, il a effectivement parlé de la nécessité de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes. Donc, de régler des questions qui sont des fractures qui ont été causées par la gouvernance passée. Et il parle bien sûr de réconciliation et de rassemblement, mais ce que j'ai le plus remarqué, c'est que cette demande et cette nécessité est accompagnée par l'identification des ruptures à faire. Et ça, je pense qu'il faut prêter une très grande attention à cela. C'est-à-dire qu'il nous a dit les départs qui seront les départs par rapport à l'ancienne gouvernance et l'espoir, qui est l'espoir à venir. Et nous aurons tout au long de ce plateau l'occasion de revenir amplement sur ces urgences déclinées par le tout nouveau président. Mais si l'on s'arrête toujours sur le style, maître, alors les présidents avaient l'habitude d'être dans une posture assez statique. On parle toujours forme du discours. On l'a vu d'emblée être en mouvement, sortir un peu, avancer vers le pupitre pour prononcer ses premiers mots. Ça annonce une certaine rupture également?
campagne électorale, je perçois déjà une double rupture. La première, c'est le candidat donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec qui on faisait la campagne, on faisait les meetings. Et là, on perçoit tout de suite la posture de l'homme d'État. L'homme d'État qui, dans une allure martiale, parce qu'il est le chef suprême des armées quand même, et qu'on fête l'indépendance, c'est la fête nationale. Donc, à pas de charge, je dirais, il a marqué le pas, il est venu avec assurance, il a montré effectivement que c'est un chef qui n'est pas statique comme vous l'avez perçu et qui est en mouvement. Donc ça traduit un dynamisme dans le style. Déjà, donc on peut dire qu'il y a une sorte d'approche quasiment joviale. Il rajeunit la fonction. On demandera tout à l'heure à la régie de nous proposer une nouvelle fois cette première séquence du discours du président Bassirou Diomaye Faye, effectivement en mouvement pour prononcer les premiers mots. Oui, ça veut dire que déjà c'est un homme en marche. C'est important. Et quand il s'est arrêté devant le pupitre, fixant les caméras avec assurance. Et surtout, il a délivré un message de vérité et de responsabilité. Mais le plus important, c'est que non seulement il a fixé avec clarté les objectifs, c'est important, parce que là, il n'était pas dans les généralités, il a visé quand même des pans entiers de la gouvernance, on y reviendra dans la forme. Et ce qui est surtout bien dans la manière d'aborder les choses, c'est qu'en aucun moment, par rapport aux objectifs énumérés, on ne sent un écart ou un reniement par rapport à la position antérieure qu'il a défendue en tant qu'opposant, mais surtout par rapport au programme. Pour ceux qui ont lu le programme... L'image à l'écran. Voilà, on voit nettement, effectivement... C'est une première. Généralement, ils étaient comme ça. Et le discours démarrait. Aujourd'hui, on le voit effectivement sortir des bureaux du palais pour se diriger vers le pupitre et enchaîner avec son discours. C'est nouveau. C'est un jeune de 44 ans qui le fait. Oui, et surtout, ça dit long par rapport à la gouvernance à venir. C'est-à-dire, ce sera une gouvernance en mouvement, c'est-à-dire en marche vers le progrès, quelque part. Mais surtout, le plus important, on l'a vu, quand il s'est arrêté, il a commencé son discours, mais le professeur l'a souligné tout à l'heure, d'ailleurs je le salue au passage, il parle aux Sénégalais et il leur parle d'avenir. Il ne s'est pas attardé sur le passé. Donc ce qui veut dire que le plus important pour lui, c'est d'avancer. L'historien que vous êtes, professeur Mamadou Diouf, est sans doute aussi interpellé par cette image. Est-ce que vous le percevez ainsi aussi, alors, ce qu'on vient de voir, un président en mouvement? C'est surtout un président très jeune, dont les engagements ont, avec les membres de son parti, le PASTEF, ont toujours été des engagements qui expriment un dynamisme qui est à la fois le dynamisme de leur génération, mais un dynamisme qui est indispensable, qui était indispensable dans la lutte contre le régime précédent, mais qui aujourd'hui aussi est indispensable pour engager une discussion avec l'ensemble des Sénégalais pour pouvoir tracer effectivement un programme qui puisse les satisfaire. Et je pense que la présentation de ce discours, le fait effectivement de s'avancer vers un pupitre, d'être debout, mais aussi de surtout bouger ses mains, et d'entrer presque en contact avec les gens, c'est quelque chose qui est absolument important à souligner, et peut-être cela annonce non seulement le fait d'être beaucoup plus en mouvement, mais cela montre aussi une
si vous voulez, une demande, une ouverture vers un leadership qui est capable d'entretenir une conversation avec les Sénégalais sans être, si vous voulez, en aplomb. J'ai l'impression que sa démarche-là est une démarche de rupture avec le leader qui est en aplomb, le leader autoritaire, le leader qui connaît tout. Très bien, alors on avance. Il a adressé ses vœux à toutes et à tous. Il a rendu un hommage aux militaires. C'est quand même la fête de l'indépendance sous le thème « Les forces armées au cœur de la cohésion nationale ». Et il dit ceci, Monsieur Tall, « Mon rôle, et je compte l'assumer pleinement dans cet esprit de cohésion nationale, c'est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier ». On s'arrête sur cette phrase. Elle dit quoi pour vous? Elle dit beaucoup de choses, Ram. Et justement, dans le prolongement de ce que dit le professeur, que je salue également, il a parlé de leadership. Et je pense que tout est là. Aujourd'hui, la personne qu'on a vue, le président Bassirou Diomaye Faye, met en avant son leadership. Un chef et un leader, ce n'est pas la même chose. Souvent, on a l'habitude de dire c'est le chef de l'État. Vous savez, ce terme-là renferme beaucoup de significations, mais en même temps, la manière dont on l'entend sonne, suivant les personnes qui l'entendent, de telle ou telle autre façon. Donc, un chef de l'État, parfois, il est chef au-dessus de tout le monde, etc. Il coiffe l'État, etc. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui avance vers les autres. C'est quelqu'un qui cherche à dire on a un idéal commun. Cet idéal commun, c'est la nation. Il l'a très bien traduit en Wolof en disant Askanui. D'ailleurs, ça signifie la nation. Donc la nation, on doit la bâtir tous ensemble. Moi, je suis devant, je suis le leader qui vous tend la main, qui va vers vous. Mais seul, je ne peux pas tout faire. Il faut qu'on fasse ensemble. Et c'est ça qui fait véritablement la différence entre le chef qui s'assoit et qui dit « exécutez ce que je dis, je donne des commandes, vous devez exécuter ». La différence entre ça et le leader qui est là aujourd'hui et qui dit « voilà le cap que j'ai fixé, voilà ce que je pense qui est bon pour nous, pour la société, pour la nation, et je demande qu'ensemble, qu'on aille vers cela ». Et pour ça, il faut naturellement la réconciliation, il faut l'apaisement, il faut cet appel qui doit vibrer dans le cœur de tous les Sénégalais, parce que ce pays ne peut pas se bâtir seul, et j'ai noté ça dans son discours également, et il faut le bâtir ensemble. Le pays, il a même rappelé, il me semble, la devise du Sénégal, un but, un peuple, une foi, naturellement, il l'a traduit en Wolof, et ça veut dire aussi que nous tous vers un but, avec une foi qu'on a, c'est la nation. Et je pense que ça, c'est très important, ce leadership-là. Parce que le Sénégal, ce qui lui manque à ce jour, c'est un leader qui peut rassembler, fédérer, orienter, soutenir, avec empathie, naturellement, mais avec fermeté aussi par rapport à ceux qui doivent venir profiter à tout le monde, que ça puisse profiter à tout le monde. Et ça, il faut l'accomplir avec un certain leadership. Donc, là où il se positionne, pour moi, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. On avance vers le groupe, on est ensemble avec le groupe, et on soutient le groupe, et ensemble, le cap que j'ai fixé, on va essayer d'atteindre les objectifs ensemble. Alors, maître, pour vous qui êtes de la coalition Diomaye Président, quand le président dit « je vais tendre la main à tout le monde, je vais apaiser, je vais réconcilier », pour vous, ce message, il s'adresse à qui? À tous les Sénégalais, parce que il a pris conscience que, à compter de son élection, il est désormais le président de tous les Sénégalais. Il l'a rappelé tout à l'heure en insistant sur le fait que dès son accession à la magistrature suprême, il a tenu à se décharger de ses charges, donc de responsable de parti quelque part. Et à partir de là, il incarne
ce qu'on appelle souvent le père de la nation. Parce que la philosophie générale donc, des textes constitutionnels veut que le président soit au-dessus des partis, mais au-dessus de toutes les forces partisanes, religieuses et autres, d'une certaine manière. Donc, il doit veiller sur tout le monde. Et il demande aussi à chaque citoyen de veiller sur les autres. Et si le président veille sur tout le monde et chaque citoyen veille sur les autres, nous veillons collectivement sur la cité. Et c'est ça l'idéal républicain d'une certaine manière, qu'il cherche à incarner. Et surtout, le plus touchant dans tout ça, c'est qu'on sent quand même une certaine sincérité dans le message qui est délivré. On ne voit pas, en tout cas moi, je n'ai pas perçu des artifices, parce que c'est conforme à la philosophie générale de son discours programmatique, mais également de son engagement politique depuis qu'il est là. On ne peut pas aujourd'hui dire « Ah tiens, le président, en l'entendant, il a changé de discours quelque part ». Tout cela traduit qu'en tout cas, il a une intention de bien faire. Et il l'a perçu tout à l'heure, non seulement on sent nettement la rupture entre le chef et le leader, parce que désormais, je pense effectivement qu'en Afrique, on a plus besoin d'un leadership africain, d'une personne capable d'incarner ce leader. Aujourd'hui, depuis la disparition, par exemple, de Muammar Kadhafi, on peut considérer que la construction de l'unité africaine est en panne, le projet. Il s'est arrêté. De la même manière que l'écho qui avait bougé, mystérieusement, s'est immobilisé, on ne sait pas. Et il l'a dit dès sa première conférence de presse. Il montre quand même là où il veut aller. C'est-à-dire refaire du Sénégal une diplomatie d'influence dans le monde. Redonner, replacer le Sénégal donc à sa juste place, si je peux m'exprimer ainsi, pour la marche des affaires du monde. C'est quoi? C'est déjà, dans l'espace CEDEAO, marquer le leadership et peut-être, si nécessaire, prendre le leadership du projet monétaire. S'il n'y a pas un leader qui se détache, parce qu'il y a une sorte d'immobilisme, il a montré sa disponibilité à incarner ce leadership et à être une sorte de locomotive pour ce projet. Et surtout, il l'a élargi à d'autres États de la sous-région, mais surtout, il a donné aussi sa vision du Sénégal dans les relations internationales. Tout ça pour vous dire, pour revenir un peu dans le contexte du discours tout court, pour moi, c'est un discours de vérité et de responsabilité. C'est pour ça que les mots ont leur poids et leur signification lorsqu'il dit qu'on doit désormais apaiser. Et hier, il l'a dit à Diamniadio, il l'a rappelé, je pense, notre bien le plus précieux, c'est la stabilité et la paix et la concorde nationale. Effectivement, puisque cette main tendue, il dit que ce sera pour conforter la paix, la stabilité et le développement économique et social de notre pays. Professeur, on revient à vous. La question que je m'en vais vous poser est de savoir comment maintenant y arriver. Il va tendre la main à tout le monde, il va réconcilier, apaiser, mais comment y arriver selon vous? Je pense que, si vous voulez, c'est un engagement qui est l'engagement d'un président, c'est-à-dire de se donner corps et âme pour arriver à créer une base qui est une base sociale et des capacités de répondre à la demande. Mais il y a une chose aussi qui, me semble-t-il, doit être absolument prise en considération, c'est que la réconciliation et le rassemblement ne peuvent pas enterrer la justice. Et ce pays a besoin de justice. Et il faut que cette justice, en fait, s'applique effectivement, à la fois en termes qui sont des termes de, si vous voulez, de la réconciliation, ceux qui ont été mis en prison, ceux qui ont payé un certain prix aux batailles politiques doivent être effectivement traités de la meilleure manière possible. Ça veut aussi dire, et ça le président en a parlé, ça veut aussi dire que
ceux qui ont agressé le bien public, la corruption, etc., devraient être engagés. Et il a pris l'engagement, effectivement, de rendre public beaucoup de rapports qui sont des rapports. Mais on ne peut pas, après des élections, et je pense que ça a causé énormément de mal au Sénégal. On ne peut pas continuer, effectivement, à passer pour perte et profit des situations qui ont été des situations difficiles pour les Sénégalais. Il y a des moments où on peut préférer la justice à la réconciliation parce que la justice permet de remettre les choses en place. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble, et la justice et la réconciliation? Absolument, absolument, parce que c'est la justice qui permet à une société d'accepter, de mettre en place des règles qui sont des règles qui doivent être respectées par tout le monde. On ne peut pas, effectivement... Vous savez, ce qui est arrivé depuis 2000, cette idée dont on a beaucoup parlé de transhumance, etc., est précisément liée au fait que, alors que beaucoup de jeunes sont à la marge, il y a une classe qui a navigué et qui a tourné autour du pouvoir et qui en a profité parce qu'il n'y avait pas effectivement une justice qui était une justice applicable à tout le monde. Et seule cette justice permet effectivement de respecter les codes qu'une société se donne. Vous êtes un acteur de la justice, maître. La question que soulève professeur depuis les États-Unis est justement de réconcilier, d'accord, mais également de rendre justice. La question que je lui ai posée tout à l'heure, je vous la repose. Est-ce qu'on peut vouloir réconcilier, apaiser et en même temps rendre justice? Effectivement, il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice. Comme disent les Anglais ou les Américains, no peace without justice. Et comme disait Hegel, que justice se fasse, sinon le monde périra. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une justice si on veut une paix, une réconciliation, une concorde nationale durable. Mais surtout, on est obligé de passer par la justice pour deux raisons. Première raison, c'est de conjurer à jamais toute tentative de retour en arrière. Les historiens ont l'habitude de dire des fois que l'histoire bégaye, mais pour les tragédies, l'histoire ne doit pas bégayer. Et on a un devoir de montrer l'exemplarité pour dire que ceux qui ont à l'origine de certains actes répréhensibles, ils doivent s'attendre, quel que soit le temps, qu'un jour viendra et qu'ils doivent rendre des comptes d'une certaine manière. En le faisant, la société envoie un message subliminal à tous ses membres que, quelle que soit votre position dans la société, si demain vous réitérez, voilà ce qui vous attend. C'est la vertu dissuasive de la justice et du droit. Mais d'un autre côté, vu sous l'angle des victimes et des familles, pour avoir été l'avocat du collectif des victimes des violences électorales en 2012, avoir partagé pendant plus de 7 ans leurs souffrances, les papas qui sont disparus à jamais et les enfants qui interpellaient les mamans des fois, comme ça, entre deux jeux, pour demander quand est-ce que leur papa allait revenir, alors que les mamans ne connaissaient même pas les circonstances qui entouraient le décès. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir, c'est notre mission la plus impérieuse, de faire la lumière, la vérité. La vérité, d'abord, ensuite la réconciliation. On peut dire effectivement que la voie pour arriver à la réconciliation, c'est passer par la justice. On ne peut pas faire l'économie. Et ce n'est que comme ça que les familles pourront d'abord faire le deuil. C'est important parce que souvent, il y a des drames qui se jouent derrière ces événements. Ce n'est pas seulement des disparus. Il y a des familles qui sont traumatisées, qui sont hantées par des réminiscences de ces événements d'une certaine manière. Des victimes, parce que des fois on les oublie. On a tendance à se focaliser sur les personnes décédées. Mais des fois,
le sort, il est très pénible par rapport effectivement aux personnes qui sont les survivants de ces événements traumatiques, qui ont des symptômes, qui développent des syndromes. Et tout cela mérite d'être pris en charge par la collectivité qui n'a pas su prévenir, parce que l'État a l'obligation de protéger les citoyens, et partout effectivement où des manquements de cette nature, quelles que soient les raisons, surviennent, il va de soi qu'il est du devoir de l'État de redresser le tort. C'est pour ça que je dis aussi, en abordant cette question, le président Bassirou Diomaye Faye, effectivement, se positionne, non pas comme un justicier, mais un redresseur de tort, parce que comme ils l'ont rappelé, la justice n'est pas la vengeance, et sous toute la noblesse, effectivement, de la justice. Et ces victimes étaient effectivement bien présentes dans le discours d'hier d'investiture, d'après investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais M. Tall, est-ce que la situation n'est pas finalement délicate quand le président de la République dit vouloir apaiser, réconcilier, et que de l'autre côté également, des voix se lèvent pour réclamer justice, et que lui-même, il a une pensée toujours présente de ses victimes dans ses discours? Est-ce que la situation n'est pas délicate finalement? Alors, je pense que ce qui est le plus important, c'est de connaître la vérité. La vérité, elle doit être connue. On ne peut pas faire l'économie de la vérité de ce qui s'est passé. Maintenant, si cette vérité-là, elle est assez claire, assez nette, et qu'elle conduit vers la justice, tant mieux. Mais cette justice, il faut qu'il y ait justice tout au moins envers les victimes. Soit on ne peut pas réparer des décès, etc. Mais au moins, il va falloir les soutenir leurs familles, les indemniser, etc. Ça, je pense que c'est une forme de justice, de toute façon. Et beaucoup, on ne peut pas ne pas faire cela. Si c'est ça, la justice, maintenant, tant mieux, ça ne veut pas dire aller faire de la chasse à l'homme, etc. Je ne pense pas que le président Bassirou Diomaye Faye soit dans cet état d'esprit, mais il est quand même dans l'état d'esprit de rendre justice. Il y a plusieurs façons de rendre justice, d'une certaine manière, aux victimes. Et aussi, ce qui est important, c'est de dire qu'on ne doit pas oublier. Vous savez, amnistier, ça ne veut pas dire ne pas avoir une certaine mémoire. Parce que le fait n'est pas que du droit, c'est un fait politique. Donc, on va faire appel aussi à ce qu'on appelle la science politique pour analyser tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des faits qui sont qualifiés de faits politiques. C'est la nation, quelque part, qui a subi. La nation elle-même, elle a été victime. Notre vivre ensemble a été menacé à un moment donné. Et de ce point de vue-là, il faut ne pas oublier. Ne pas oublier, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le jour où d'autres seront tentés, au moins on pourra rappeler que dans le Sénégal, à une époque donnée, il s'était passé ça et plus jamais on veut ce genre de choses. Et donc, il faut être contre l'oubli. Regardez par exemple, si vous prenez des pays comme le Rwanda ou d'autres où il s'est passé un génocide, 800 000 victimes. Et pourtant, les gens n'ont pas oublié. On pardonne, mais on n'oublie pas. Le fait de ne pas... Il ne faut pas confondre les deux. Souvent, on veut effacer tout parce qu'on va oublier ce qui s'est passé. Mais une nation doit avoir une mémoire. Cette mémoire-là doit revenir tout le temps, rafraîchir les mémoires. Pourquoi même pas commémorer annuellement ou se rappeler qu'il s'est passé ça au Sénégal et de donner un message qui consiste à dire plus jamais cet état de fait dans notre pays. Donc je pense que les deux ne sont pas contradictoires. Maintenant, la forme de justice que le président Bassirou Diomaye Faye pourra initier, ça, personne ne connaît la forme aujourd'hui. De toute façon, il y a une amnistie qui est là. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus ou pas? Ça, c'est une question. Peut-être certains agitent cette hypothèse-là. Mais moi, je dis que la vérité, en tous les cas, doit être connue. Et les victimes, on doit leur rendre justice, tout au moins. On ne peut pas réparer, mais peut-être dédommager, accompagner, soutenir, parce que ça, c'est une forme de justice également. Alors, pour en finir sur ce chapitre consacré à la justice, professeur, le président Bassirou Diomaye annonce beaucoup de réformes, des réformes politico-judiciaires.
Il veut redorer, dit-il, le blason de la justice. Pour vous déjà, qu'est-ce qui faisait tâche dans ce blason de la justice? Si vous voulez, les grandes questions qui sont les questions relatives, si vous voulez, à la qualité de la justice et à la manière dont, effectivement, la justice a été mobilisée aussi bien sur le champ de l'espace public que sur le champ de l'espace civique, il y a toujours, avec des preuves ou sans preuves, l'idée que la justice sénégalaise n'était pas une justice, si vous voulez que j'utilise un mot plus innocent, n'était pas une justice très droite. Et dans une certaine mesure, ce qui s'est passé dans le cadre des élections de la Sénat à la position de la, si vous voulez, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême et le discours d'investiture du président de la Cour constitutionnelle, en fait, le souligne très fortement, c'est que la justice sénégalaise a été capable, dans un moment qui était un moment de crise, une crise assez dangereuse, de prendre effectivement une position qui était la position, disons, la plus juste et la plus légale. Mais il est vrai, et c'est pas moi seulement qui le dis, la justice sénégalaise avait une très mauvaise presse. Et le président, dans son discours, a effectivement énoncé des réformes qui sont des réformes qui ont été demandées et par les magistrats et par les disons, ceux qui travaillaient dans le domaine, dans le domaine de la justice. Donc la grande question, c'est pas une question de dire qu'on va se réconcilier et qu'on va faire table rase de tout, parce que cela ne convient pas dans une situation qui est une situation de reconstruction. La situation de reconstruction, c'est effectivement de dire, voilà ce qui s'est passé, voilà la vérité des situations difficiles qu'on a traversées. Aujourd'hui, on doit faire en sorte non seulement d'en rendre compte et de les comprendre, mais aussi à certains moments, une société doit sévir et poser des codes qui sont les codes, comme je disais tout à l'heure, et de la sanction et de la récompense. C'est-à-dire que si on ne revient pas à ces situations-là, même ce que le président annonce comme son projet, l'idée de régler la question de la corruption, l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait plus de népotisme et de clientélisme en termes de, si vous voulez, en termes de recrutement, mais aussi en termes de salaire, ces changements ne pourront pas advenir. Pour une raison très simple, c'est comme on dit, il sera toujours possible de trouver des solutions. Il sera toujours possible d'éviter, si vous voulez, disons, les codes qui sont les codes qui définissent effectivement les règles qui sont les règles de la citoyenneté dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Et il l'invite d'ailleurs à identifier les pistes de solutions. Il va inviter les professions de métier, les acteurs de la justice. Maître Tine, on va vers des assises pour, comme il dit, réconcilier la justice avec le peuple. Ces pistes de solutions, on peut avoir une idée de vos pistes à vous? Oui, avant d'arriver même sur les pistes et les solutions, je pense qu'il y a un fait qui mérite d'être relevé. C'est l'approche de la méthodologie même avec laquelle l'approche, parce que là, elle est quand même dans une posture à la fois inclusive, parce que souvent les réformes de la justice, quand même, ce sont des tiraillements entre avocats, magistrats et tous les acteurs. Chaque corps essaye donc, mais en anticipant déjà et en étant dans une posture à la fois participative et inclusive, déjà, il y a une rupture au niveau de la gouvernance. Ça veut dire qu'ils cherchent vraiment à incarner la gouvernance participative
à laquelle donc, en tout cas les Sénégalais souhaitaient tendre vers cette forme de gouvernance. Donc c'est un fait à saluer. Parce qu'il les liste, hein, il parle de magistrats, avocats, oui, les acteurs huissiers, de la justice, greffiers, autres auxiliaires de la justice donc, qui vont prendre part à ces qui vont assises, faire une sorte d'état généraux de la justice. Donc et c'est quelque chose que nous, praticiens du droit, on a toujours réclamé. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, le constat est qu'aujourd'hui, non seulement il y a un sentiment de méfiance vis-à-vis de la justice, et ces derniers temps même, nous l'avons vu que ce sentiment de méfiance vis-à-vis de la justice s'est mu en sentiment de défiance d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est rétablir la confiance. La confiance, parce que paradoxalement, ici au Sénégal, vous avez noté cette ambivalence. Les citoyens, ils sont très critiques, très méfiants vis-à-vis de la justice. Ils dénoncent la tutelle de la justice, une justice aux ordres et tout ça. Mais en même temps, vous avez vu, la stratégie de sortie de crise, la crise à laquelle nous avons assisté ces dernières semaines, a été indiquée, c'est le Conseil constitutionnel qui a fini par nous indiquer la voie. Ça veut dire que la justice, quelles que soient ses imperfections, c'est toujours une œuvre humaine, sans doute imparfaite, mais toujours perfectible. Et aujourd'hui, ça nous amène effectivement sur les stratégies de sortie de crise, sans anticiper sur ce qui va se dire au niveau de ces assises. Je pense que déjà, le président Bassirou Diomaye a listé un certain nombre de réformes qu'il estime indispensables. Et je sais qu'il est mieux placé que quiconque avec le Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir fait tout le parcours de la justice dans tous les sens, y compris Cour suprême, Conseil constitutionnel. Donc ils le connaissent dans ses coins et recoins et l'avoir vécu jusqu'au lieu de détention. Aujourd'hui déjà, je pense que lorsque les acteurs auront fini de réfléchir, eux, ils seront, et je pense que même certains points de réforme vont leur parler de leur propre histoire. Et vous lui diriez quoi? Moi, je dirais que d'abord, il y a quelque chose qui est indispensable. C'est enlever la mainmise du politique sur la justice. C'est quoi? C'est que le ministre de la Justice, à mon avis, ne doit pas faire partie du Conseil supérieur des magistrats. Et ce conseil est chargé de nommer les magistrats, de gérer la carrière des magistrats. Pourquoi? Parce que pour permettre au juge de faire son office en toute indépendance, comme disait un grand théoricien du droit, le meilleur des juges, c'est quelqu'un qui n'a rien à attendre du pouvoir et qui n'a rien à craindre du pouvoir. Donc, lui donner son autonomie, ne pas laisser la gestion de la carrière entre les mains de l'exécutif. Parce que, comme disait Prosper Veil, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire par une tentation quasiment, je ne dirais pas naturelle, mais en tout cas habituelle. L'exécutif, lorsqu'il est en situation de difficulté, pense que l'outil judiciaire est un outil dans sa boîte à outils quelque part. De la même manière qu'il peut lever l'armée ou la police pour faire mater une répression, ils peuvent, par une tentation, effectivement, utiliser la justice pour régler des trucs. Donc, pour éviter cela. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre point, pour terminer, c'est l'instauration, dans les meilleurs délais, d'un juge des libertés et de la détention. Juge des libertés et de la détention. Comme ça se passe en France. Aujourd'hui, notre code pénal est anachronique par rapport à nos engagements internationaux, par rapport au droit international des droits de l'homme. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre des droits de l'homme, du droit international des droits de l'homme, le principe, c'est la liberté, la détention, l'exception. On ne doit détenir quelqu'un dans une maison d'arrêt que si c'est l'unique, je dis l'unique, les textes sont clairs, l'unique moyen de garantir sa représentation. C'est-à-dire qu'on doit chercher dans toute la panoplie de mesures alternatives à la détention, contrôle judiciaire, garantie de représentation, adresse et tout ça. Ce n'est que si on n'a rien trouvé, on doit vous mettre sous mandat de dépôt. Mais ici, c'est l'inverse. Quasiment, quand les gens ne savent pas quoi faire, vous mettent en détention en attendant. Et après, ils réfléchissent pour voir comment aménager. Les longues détentions. Et le fait d'avoir un juge, un magistrat spécialisé, dont c'est la mission, comme chaque fois
quand on gère des dossiers donc à connotation pénale, la plupart du temps, quand le procureur dit à la police ou à la gendarmerie d'aller te chercher et de te mettre en garde à vue, c'est qu'il a souvent décidé de vous mettre sous mandat de dépôt pour prolonger l'enquête. Mais le juge qui est là, il est gardien des libertés, c'est lui qui cherche des alternatives. Et souvent, le procureur va requérir le mandat de dépôt, l'avocat naturellement va s'y opposer, et le juge dans son office, sa mission c'est de protéger la liberté. Et je pense que déjà ça, ce sont deux réformes d'Akabi qui pourraient changer radicalement le visage, en tout cas du fonctionnement et des errements qu'on a vécu en tout cas ces dernières années. Votre opinion sur la question, Monsieur Daouda Tall, sur cette nécessaire réconciliation entre le peuple et la justice? Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde l'a remarqué au Sénégal. Il faut une nécessaire confiance. Il faut que la confiance revienne entre la population et la justice. Alors, c'est un peu paradoxal puisque la justice est rendue au nom du peuple et il y a un manque de confiance. On parle de rétablir la confiance entre le peuple et la justice. Vous voyez ce que ça pose comme problématique. Donc, c'est un thème majeur qui doit être présent dans les 5 ans à venir, donc dans ce mandat du président Bassirou Diomaye Faye. À mon avis, il y a forcément quelque chose à faire. Alors, moi, d'un point de vue de mon analyse, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le problème de la justice sénégalaise, c'est moins l'indépendance, son indépendance, que son impartialité. Parce qu'il y a deux choses, souvent, et on ne les sépare pas. En tant que pouvoir, la justice doit être indépendante et rendue de manière indépendante. Le pouvoir judiciaire, dans son fonctionnement, il y a les magistrats du siège, etc., qui ils n'ont d'autorité que la loi, évidemment, lorsqu'on juge. Mais le pouvoir lui-même doit être indépendant de l'exécutif, ça c'est une chose, mais il y a un autre élément qui est dans notre Constitution, c'est l'impartialité. Vous voyez, l'impartialité, ça renvoie au fait de ne pas prendre parti. Alors, comment faire? Une fois, on peut rendre la justice en tant que pouvoir indépendant, etc., dans sa manière de s'organiser, dans sa manière de juger, etc. Mais si ceux qui jugent prennent parti à un moment donné, ça pose un énorme problème. Justice ne peut pas être rendue dans ce cadre-là. Et donc, finalement, il faut aussi remettre ça, les choses à plat. Pourquoi on en est arrivé à ce que la politique et la justice soient liées d'une manière très flagrante que n'importe quel Sénégalais peut vous dire ces dernières années qu'il y a des soupçons réels dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette impartialité-là, il faut la questionner. Il faut que ça revienne dans le débat et qu'on traite cette question. Il y a une autre question, c'est la question des moyens de la justice. Il faut la poser. Aujourd'hui, un magistrat gère combien de dossiers? Les longues détentions, c'est lié aussi à ça. On peut changer effectivement, et je suis d'accord avec ce que Maître Tine dit, un juge des libertés et de la détention, oui, qui peut apprécier lorsque le procureur veut mettre sous mandat de dépôt et que l'avocat s'y oppose, qu'il y ait un juge qui soit là et qui vérifie, qui apprécie de l'opportunité d'enfermer quelqu'un ou pas, en sachant qu'il y a la présomption d'innocence. Ça, c'est une chose, effectivement. Mais aussi, les moyens. Si le magistrat gère des dizaines de dossiers, ça veut dire que les jugements sont retardés, les détentions s'allongent, etc. Et le magistrat lui-même, lorsqu'il juge, le juge, il n'est pas parfois dans cette sérénité-là, parce qu'il y a une tonne de dossiers, le traitement judiciaire peut prendre un coup pour bien rendre justice. Et donc, il faut aussi recruter des magistrats, davantage, naturellement, pour leur permettre de travailler de manière plus sereine, de manière plus autonome et de manière mieux organisée. Mais décongestionner, ça c'est très, très important. Et je pense aussi qu'il est temps, lorsqu'on fait des dialogues, un dialogue national, qui est différent d'un dialogue politique, pour moi, un dialogue national est plus large. Lorsqu'on fait un dialogue national, mais invitons les acteurs de la justice, puisque eux-mêmes font partie de la nation, puisque l'État, il y a plusieurs pouvoirs, et que la justice est rendue au nom du peuple,
Et ce que je disais tout à l'heure aussi, ça peut être délicat à dire face à un juriste, oui. Mais pour moi, d'abord, on parle de la politique au bon sens du terme, c'est-à-dire l'art de gérer la cité, le comment vivre ensemble. Et le droit est un moyen qui permet d'arriver à ça. Mais le droit n'est pas le fondement de la nation. Le fondement de la nation est politique. On a un projet politique. Par quels moyens on y arrive? Le droit vient par la suite pour nous permettre d'y arriver, entre autres, l'agriculture, en termes de politique publique, la politique pénale, etc., l'agriculture, politique publique, politique industrielle, etc., l'éducation, etc. Mais dans un premier temps, il faut qu'on ramène les choses toujours au projet de nation. Et ça, c'est politique. C'est très, très important. D'ailleurs, on l'a vu avec le Conseil constitutionnel, il y a un moment donné, les gens ont lu le droit comme, entre guillemets, des ouvriers en disant, oui, il faut rallonger, on ne respecte pas les délais de la campagne électorale, on ne peut pas organiser des élections pendant le mois de Ramadan, ceci, cela. Ils n'ont pas peut-être pris part à ce dialogue, mais aujourd'hui, il s'agit de réunir les acteurs de la justice et les professeurs d'université et les citoyens, d'après le discours de son Excellence. C'est très bien de rajouter les citoyens, parce que si on fait un dialogue ou des assises qu'entre acteurs de la justice, sans justiciable, les résultats seront biaisés. Il faut absolument, et même j'irai même un peu plus loin, c'est bien que le président Bassirou Diomaye Faye pense aux citoyens qui doivent participer, s'asseoir en même temps que les magistrats et les autres acteurs de la justice. Ça, c'est très important. Ça permet aussi, quelque part, entre guillemets, de démystifier, de casser cette barrière-là qui existe, parce qu'en soi, la justice n'est pas là pour réprimer à la base, elle est là pour contribuer au projet de nation. Et donc ça, c'est très important d'élargir vers le peuple, vers d'autres forces vives de la nation, pour qu'ensemble, qu'on voit quelle justice on veut avoir dans ce pays. C'est un sujet passionnant, mais on va avancer puisque le président a annoncé beaucoup de réformes, mais également des ruptures. Alors, professeur Diouf, je reviens à vous. Alors, on va également vers des assises pour des mesures fortes concernant la cherté du coût de la vie. L'emploi, l'entrepreneuriat, le président en a également parlé. Mais concernant cette question du coût de la vie, aujourd'hui, les mesures à attendre du président de la République des États-Unis où vous vous trouvez, aujourd'hui, vous voyez quelle solution face à ce problème qui est tout le temps sur la table? C'est probablement la question la plus difficile à engager et à régler. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de prévoir que sur cette question, on va trouver une solution qui est une solution du jour au lendemain. Ça, je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Mais il y a une démarche qui pourrait permettre de commencer, dans une certaine mesure, à régler certaines questions. Je pense que tout ce qui tourne autour de la taxation, par exemple, des produits de première nécessité et de l'utilisation de ces taxes pourrait permettre, dans une certaine mesure, à alléger le poids, disons, le coût, si vous voulez, du panier de la ménagère. Mais je pense que dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il va falloir au nouveau régime énormément d'imagination, une capacité effectivement de faire certaines, si vous voulez, de faire certaines économies. Et pour moi, il y a au moins des situations dans lesquelles on pourrait faire de l'économie. Par exemple, je pense au nombre de ministres qu'il faudrait radicalement réduire. Je pense aussi à très court terme réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je pense aussi qu'il va falloir très sérieusement regarder effectivement aussi les salaires qui sont en fait les salaires payés par l'État. Et
tout cela pourrait permettre effectivement de faire des économies, comme supprimer certaines institutions. Ces différentes suppressions et, disons, déflation, disons, de position et de salaire pourraient effectivement permettre de diminuer les taxes sur les produits, par exemple, alimentaires, et de commencer effectivement une série de réformes qui permettraient, plutôt que les gens aient les ressources nécessaires pour pouvoir vivre décemment. Alors, Monsieur Tal, effectivement, ce sont des questions qui pourraient ressortir dans les assises convoquées par le président de la République pour justement réduire le coût de la vie. Alors, vous ajouterez quelle autre piste de solution? Alors, réduire le coût de la vie, ça peut être des mesures immédiates que l'on prend, mais il faut voir la pérennisation de ces mesures-là. Parce qu'on peut décider, par exemple, on l'a vu avec le coût du loyer, et puis ça remonte. On peut décider, par exemple, de dire on réduit le prix du pain ou le prix de la viande, ou etc. Bon, je prends des exemples comme ça, et au bout de 6 mois, ça grimpe à nouveau parce que c'est l'inflation, etc. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut vraiment prendre le temps de se poser, bien sûr se concerter, et laisser aussi le temps au président Bassirou Diomaye Faye de prendre des mesures qui soient durables. Parce que les effets d'annonce, parfois, c'est éphémère en termes de portée. Alors, je pense que pour ça, pour des impacts vraiment durables dans le temps, pour l'emploi des jeunes, le coût de la vie, tout ce que le président Diomaye Faye a expliqué qu'il va faire, ça passe par des politiques publiques. Alors, ça nous fait poser une question. C'est aujourd'hui, il y a un plan qui est là, qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Il y a la coalition Diomaye président est arrivée avec un projet. Ce projet-là, on l'a vu, effectivement, il a été élu sur cette base. Les Sénégalais lui ont plébiscité ce projet, on peut le dire à majorité, parce que on ne va pas rappeler, c'est la première fois que l'opposition gagne au premier tour à ce point. Encore. Mais que va faire? Parce que moi, j'aime bien aller dans le fond des choses, les questions concrètes. Que va faire le gouvernement qui va être mis en place? Est-ce qu'il va laisser tomber le plan Sénégal émergent de suite, ou est-ce qu'il va continuer l'existant qui est là, tout en développant son projet? Parce que pour l'instant, le projet qu'on a vu, le PSE, c'est un portefeuille de projets et de réformes. Aujourd'hui, le projet qu'on a vu, il n'est pas encore chiffré, planifié, étape par étape. Il y a la vision qui est là, qui a été adoubée par le peuple, les intentions, des mesures qui vont être prises, etc. Mais le premier défi du président Bassirou Diomaye Faye, et surtout du Premier ministre Ousmane Sonko, puisque c'est lui qui va coordonner l'action du gouvernement, son premier défi, ce sera de faire la transition ou l'harmonisation entre ce qui est en train de dérouler le PSE, parce que rappelons-le, c'est une vision à horizon 2035 dont l'objectif est d'avoir un taux de croissance de 7% maintenu dans le temps jusqu'à cet horizon, en espérant obtenir l'émergence là-dessus avec un portefeuille de projets, etc. Mais l'harmonisation de ça, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on réoriente? Qu'est-ce qu'on harmonise pour que dans le temps que le projet s'installe, le projet de la coalition s'affirme, se concrétise en termes de planification et de mise en œuvre, il va falloir faire des arbitrages de manière immédiate. Et c'est ces arbitrages-là qui vont nous dire s'il va y avoir un impact direct tout de suite sur la vie des populations, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ça, il ne faut pas le négliger. C'est quelque chose de très important. On n'a pas le président sur le plateau, naturellement, mais on a son allié. Il parlait de transition entre ce qu'on a eu, le plan Sénégal émergent, et le projet aujourd'hui du président Bassirou Diomaye Faye. Comment concilier les deux, en quelque sorte? Oui, c'est une question intéressante, mais avant d'y répondre, vous me permettrez juste de préciser une chose. Dans son discours, effectivement, il a annoncé un certain nombre de mesures. Il faut noter déjà une progressivité. Dans le discours, il parle
des mesures immédiates qui seront prises dans les jours ou dans les semaines à venir par le gouvernement coordonné par Ousmane Sonko, qui est désormais le Premier ministre. Mais au-delà de cela, il y a aussi à moyen terme, c'est-à-dire les états généraux qu'il veut faire sur la cherté de la vie, qui vont impliquer aussi tous les acteurs donc, économiques, quelque part, que ce soit les consommateurs, les associations donc, des commerçants, et d'autres acteurs et d'autres syndicats, ainsi de suite, et tout ça. Donc, il y a les mesures immédiates, et à moyen terme, les concertations participatives pour dégager un consensus sur des mesures fortes, mais à long terme, vous l'avez vu dans son programme, ils insistent beaucoup sur ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire du Sénégal. Et là, ça va passer par deux choses. Première chose, déjà, c'est la structuration de l'économie. Aujourd'hui, notre maillon faible. Pourquoi le pays n'arrive pas à décoller? Je n'utiliserai pas le terme émergent parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est ce que dit le plan Sénégal émergent dans son axe premier. Structuration de l'économie. Structuration. Oui. Mais il faut aller au-delà du discours. C'est pour ça que j'ai bien apprécié un président en mouvement, en action d'une certaine manière. Parce que aussi ça influe dans la psychologie des citoyens. Vous savez, la confiance, la motivation, c'est important. Une nation, il l'a dit tout à l'heure, c'est une construction. C'est-à-dire on essaye de cimenter pour dire que nous, tous, au-delà de nos divergences, on partage un idéal. Cette commune volonté de vivre en commun, c'est quoi? C'est un passé. Il l'a rappelé quand il rend hommage aux anciens présidents, quand il rend hommage aux gens qui se sont sacrifiés pour la patrie. C'est le présent. C'est ce changement, ce bouleversement radical que nous avons vécu en élisant un président qui n'a jamais occupé de poste ministériel ou un mandat, mais qui est jeune et qui est dans une posture réformiste, mais aussi c'est le projet qu'il a décliné, c'est-à-dire la vision, là où il va amener le pays, en parlant de la transparence, de la lutte contre la corruption et effectivement d'une gouvernance transparente. Et c'est là que ça me permet de répondre à votre question concernant quelle articulation mettre entre le projet en cours d'exécution, à savoir le Sénégal émergent, et effectivement le projet de la coalition Diomaye. Je peux dire effectivement que cette transition sera une transition qui sera menée sans heurts, parce que tout simplement, nous connaissons parfaitement quels sont les leviers. Moi, personnellement, quand déjà il y avait le plan Sénégal émergent qui était à son adoption en 2014, j'avais fait une tribune à l'époque. J'avais dit qu'un Sénégal convergent vaut mieux qu'un Sénégal émergent. Les deux notions s'affrontent dans les relations internationales. On parle d'émergence économique. Quand on parle d'émergence économique, on est axé sur les performances macroéconomiques, la croissance et tout ça. Mais bon, les chiffres, les deux chiffres qu'on vous a annoncés, sincèrement, beaucoup de Sénégalais n'ont pas senti l'impact. Moi, je ne crois pas à l'émergence, je crois à la convergence économique. La convergence économique, la différence, elle est axée sur l'homme. Et je pense que le maillon faible de la politique de Macky Sall, c'est d'avoir pas réussi à faire un équilibre entre les agrégats économiques, les performances et les besoins vitaux des gens. Et comment savoir ça? C'est juste aujourd'hui, Macky Sall vient de quitter le pouvoir après 12 ans. La question qu'on peut se poser pour avoir la réponse... Humain dans le oui, plan le capital humain, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que les Sénégalais de 2024 vivent mieux que les Sénégalais de 2012? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça que j'estime effectivement que ce sont des paliers. Il y a l'objectif final qui est de dérouler, d'appliquer le projet de la coalition Diomaye. Le moment venu, on mettra une appellation pour permettre de comprendre. Mais aujourd'hui aussi, n'oubliez pas que c'est un président qui arrive dans un contexte international difficile, marqué par des tensions, la guerre en Ukraine, et l'augmentation, la cherté de la vie. Je ne vous parle même pas de Dakar, mais à Paris, tout le monde se plaint de la cherté de la vie dans les supermarchés et tout ça. Et sur ça, par contre, je pense qu'il y a deux choses. On a un double avantage. Premier avantage, oui, rapidement, on va voilà, aller vite, oui. Ce sont déjà des inspecteurs des impôts, de par leur formation. Donc, ils connaissent quels sont les outils, les leviers, comme l'a suggéré tout à l'heure le professeur, sur lesquels on peut tout de suite jouer pour avoir
des résultats sur la cherté de la vie. C'est quoi? Il n'y en a pas 36 instruments. Ce sont les droits de douane, c'est la fiscalité intérieure. Et c'est arrivé déjà en France qu'un gouvernement sorte pour tout de suite alléger le panier de la ménagère, permettre de souffler. Il prend une mesure de suspension de la TVA pour 6 mois, des droits d'entrée pour, par exemple, 6 mois. Et à partir de là, tout de suite, dès le lendemain, vous avez les résultats parce que tout de suite, les boutiquiers et les autres, ils vont s'aligner. Et à partir de là, ça nous permet de dégager du temps devant nous pour maintenant regarder quelles sont les mesures structurelles qu'il faut prendre pour permettre effectivement aux gens de savoir qu'ils ont voté pour le changement et tout de suite, ils voient les résultats. Alors, professeur, comment éviter aussi le piège de la durée et des mesures non structurelles, comme disait tout à l'heure M. Tall, puisque, comme rappelait également Maître Tine, le contexte est difficile et il faut aller vite. On a déjà 2 assises sur la justice, sur le coût de la vie. Comment faire de sorte que tout ceci ne soit pas dans la durée? C'est vrai que le contexte est difficile et on vit dans un contexte mondial qui va être de plus en plus difficile avec les conflits comme le conflit en Ukraine, mais aussi le conflit en Palestine et à Gaza. Donc, mais ce qu'il faut, c'est d'abord être capable d'informer la population et de l'informer de manière juste pour que les citoyens sénégalais sachent qu'un changement de régime ne se traduit pas nécessairement et aussi rapidement en transformation, changement dans leurs conditions de vie. Deuxième chose importante qu'il va falloir aussi faire accepter aux gens, c'est, et peut-être ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont des inspecteurs des impôts, vont pouvoir le faire, c'est qu'un État ne marche pas si les citoyens ne payent pas leurs impôts. Payer des impôts est aussi important, effectivement, qu'avoir des droits politiques. Et dans le pays où j'habite, c'est ça qui est le moteur principal de l'intervention des gens, qui sont capables de dire « je paye mes impôts, je veux savoir où vous mettez l'argent que je paye ». Et c'est à partir de ce moment qu'on peut juger et contrôler nos mandataires. Et ceci est une nécessité. Et l'une des choses très rapides qu'on pourrait faire est, disons, le nouveau Premier ministre l'a dit il y a bien longtemps au début de sa carrière politique, c'est lui qui avait dit que les députés ne payaient pas les impôts. Il faut faire payer tout le monde au niveau où il doit payer les impôts. Et ça aussi, ça peut permettre effectivement, ça peut avoir un impact dans l'économie sénégalaise et un impact dans les prix qui sont des produits de première nécessité. Je pense que il y a des solutions qui sont des solutions à court et moyen terme, mais la solution à long terme, c'est d'avoir une gouvernance qui est une gouvernance qui repose sur la décence, qui repose sur le respect du bien commun, et une gouvernance qui repose sur le fait que les citoyens, au niveau de leurs revenus, payent les impôts. Et que ces ressources soient utilisées au service qui est le service de la communauté. Alors, tout ceci annonce la couleur, M. Tall, beaucoup de réformes sur la gouvernance, beaucoup d'attentes concernant l'emploi, l'entrepreneuriat. Et on attend, dans ce contexte, la formation du gouvernement, du Premier ministre aussi, Ousmane Sonko. Aujourd'hui, pour résumer ce sujet, quelles sont les attentes fortes de ce gouvernement à venir? Alors, les attentes fortes de ce gouvernement, moi je pense que c'est moins dans le court terme qu'il faut les considérer, mais plutôt dans le moyen long terme. Et encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, parce que
vous savez, lorsque vous prenez des mesures dans le court terme, visant à réduire le coût de la vie, il faut s'attendre à une certaine résistance de la part d'un certain nombre de groupes d'intérêt. Si vous voulez réduire le pain, vous pouvez avoir en face les boulangers. Si vous voulez réduire la tomate, vous pouvez avoir en face les agriculteurs, etc. Et ça, on ne sait pas ce que demain sera fait. Mais ce qui me rassure, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la couleur, mais non pas en tant que chef, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tant que leader. Donc il en appelle à l'ensemble des Sénégalais pour qu'ils comprennent que notre projet de nation commune, tout le monde doit y contribuer là où chacun est. Et donc, on espère que son appel soit entendu. Ça, c'est une première chose, pour qu'il puisse commencer à dérouler le gouvernement, sa politique, de manière apaisée. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si on quitte le court terme pour aller dans le moyen-long terme, encore une fois de plus, il ne faut pas tomber dans le même piège ou dans l'erreur de l'ancien régime. Bon, je raconte une petite parenthèse. En 2014, quand ils ont élaboré le plan Sénégal émergent avec le cabinet McKinsey, moi, le groupe qui était en charge du projet m'avait appelé pour donner quelques idées dans les domaines que je maîtrise, à l'étape 0, avec cabinet McKinsey et l'équipe projet. J'avais dit dans le temps, à l'époque, éviter de faire que des projets chiffrés, de délivrer que des projets et de ne pas harmoniser, articuler. Il faut viser l'amélioration des conditions de vie des populations. Bien entendu, on peut reprocher la mise en œuvre du projet du régime ancien parce que ça a été fortement politisé. Bon, moi, je suis retourné dans mon travail après ça, mais j'ai vu comment ça a été mis en œuvre, mal mis en œuvre, avec des problèmes de gouvernance, etc. Et donc, ce régime actuel du président Bassirou Diomaye Faye et le futur gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, ce qu'ils doivent avoir en tête, à mon avis, c'est non pas seulement les chiffres de croissance, j'ai construit tel pont, etc., mais surtout d'aller dans des politiques publiques qui visent les populations les plus défavorisées et des politiques publiques qui sont pérennes. Par exemple, la création d'emplois. Vous pouvez dire, on l'a vu dans la campagne électorale, des candidats dire, moi je vais créer 1 million d'emplois. Mais vous savez ce que c'est ce million d'emplois-là? C'est des emplois éphémères. Vous prenez un ouvrier sur la construction d'une autoroute, vous lui faites un emploi sur une semaine, 15 jours, 1 mois. Après la construction de l'autoroute, on l'a fini, mais il retourne au chômage. Ça, ce n'est pas un emploi pour moi. Il dit qu'il va s'appuyer sur un secteur privé fort. Voilà, justement, un secteur privé fort. Et là-dessus, il faut faire appel, entre guillemets, aux patriotes. C'est là qu'on va savoir le sens même du mot patriotisme économique. Et je sais que c'est un projet, c'est une idée que PASTEF développe pendant la campagne, etc., la coalition Bassirou Diomaye Faye. Il faut que le secteur privé sénégalais renvoie l'ascenseur. C'est ça, véritablement, le sens du patriotisme économique. Ce n'est pas de dire « donnez-moi des marchés, etc., mais je n'embauche pas ». Vous savez, bon, ça, c'est une autre partie de ma vie professionnelle où j'enseigne l'intelligence économique, la gestion de projet. Parfois, en face d'étudiants, qui parfois sont des professionnels qui ont déjà travaillé, je dis, bon, écoutez, regardez, une fois que vous êtes diplômé, une fois que vous voulez prendre un emploi, où est-ce que vous voulez travailler? Dans quel type d'entreprise? Est-ce que vous préférez, je ne veux pas citer d'enseigne, mais une entreprise dans le secteur pétrolier sénégalaise ou alors une entreprise multinationale? Ils vont me dire la multinationale. Est-ce que vous voulez travailler plutôt dans une entreprise commerciale internationale ou alors locale? Ils vont vous dire dans une entreprise commerciale internationale. Pourquoi? Parce que ceux-là, ces patrons-là, en général, payent un salaire à peu près correct, une assurance maladie potentiellement, vous pouvez l'avoir, accéder au top management sans que ce soit une gestion familiale. Et donc, finalement, tous ces jeunes qui parlent de patriotisme économique, vous allez à l'université, etc., quand vous leur dites dans quelle entreprise vous voulez travailler demain, c'est rare qu'ils vous disent « je veux que tel Sénégalais soit mon patron ». Et donc, puisque tous les patrons sénégalais
C'est l'État qui les a appuyés. C'est le don de soi dont parlait le président et le Premier ministre. Aussi, ouais. Il faut, pour moi, le patriotisme économique, c'est d'abord, qu'est-ce que ces entrepreneurs sénégalais qui construisent des immeubles ou qui pratiquent parfois, pour certains, l'évasion fiscale, etc., quel patriotisme ils doivent avoir pour investir dans des secteurs qui créent des emplois durables, renvoyer l'ascenseur à la nation, c'est-à-dire embaucher ces jeunes-là, leur donner des salaires décents et leur permettre également d'accéder à des postes de management et ne pas avoir juste une gestion familiale. Ensuite, les petits postes, les emplois non durables, on les laisse à des Sénégalais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est ça le vrai sens de cet appel-là. Mais un secteur privé renforcé, ça ne veut pas dire qu'on va encore renforcer, donner des milliards et des marchés publics à un secteur privé qui ne renvoie pas l'ascenseur, qui ne répond pas à la politique du gouvernement. Ça, vraiment, il faut en tenir compte. Un tout dernier élément, rapidement, c'est, vous voyez les chiffres. L'ancien régime avec le plan Sénégal émergent s'est perdu un peu dans le fait de vouloir atteindre une croissance la plus forte possible. Vous prenez l'Afrique. La première économie africaine, le Nigeria, vous voyez, un PIB très important. L'Égypte, deuxième économie africaine en termes de PIB. Mais ces deux pays-là, aujourd'hui, le Nigeria est un pays pauvre. À la limite, quand vous dites vous voulez vivre au Sénégal ou au Nigeria, les gens vont très certainement vous répondre peut-être au Sénégal parce que l'indice de développement humain, parce qu'il y a plus de facilité, etc. Alors que c'est la première économie d'Afrique. En termes de PIB, l'Égypte a vu sa monnaie récemment là, être dévaluée, une inflation qui grimpe jusqu'à 40%, une monnaie qui a perdu un tiers de sa valeur, l'Égypte, en tant que deuxième économie d'Afrique. Le Nigeria, le Naira est tellement instable, il y a la pauvreté, pourtant c'est le premier pays producteur de pétrole sur le continent. Donc, si vous regardez par exemple les 20 économies mondiales les plus dynamiques en termes de croissance économique, parmi ces 20-là, au moins la moitié est d'origine africaine. Le Niger, un pays comme le Niger, qui vient de connaître un coup d'État, on sait très bien que le Sahel, la sécheresse, c'est compliqué, l'agriculture, etc. Le Niger, en termes de projection de croissance, le pays projette 2 chiffres de croissance. Ensuite vient, on va dire, le Sénégal, en termes de projection. Ça fait partie des pays dont on dit la croissance va être très importante parmi les plus dynamiques. Ouais. Mais ces pays, ça ne se traduit pas en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais les économistes aussi ont des explications. Il faut une certaine durée. Par exemple, une croissance à 2 chiffres ou élevée sur au moins 10 ans. Ce n'est pas seulement la durée. Aram, il y a 2 choses pour rendre une croissance inclusive. La première, c'est vous faites en sorte que la chaîne de valeur qui crée la croissance, la richesse, soit endogène, soit faite par les Sénégalais, le patriotisme économique, renvoyer l'ascenseur, développer l'entrepreneuriat des jeunes, etc. Si cette croissance, elle est bonne et elle est faite de manière locale, avec les acteurs économiques de la société locale, ça peut être une croissance inclusive. La deuxième chose, même si votre croissance, elle est extravertie. Il faut consolider tout cela. Parce qu'elle est le fait d'entreprises multinationales. On va avancer rapidement, oui. Oui, pour consolider, vous pouvez redistribuer soit par des politiques sociales, soit aussi utiliser cette croissance-là en termes d'impôts, de recettes fiscales, etc., pour financer l'entrepreneuriat. Le Sénégal se développera que principalement par l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est très, très important. Très bien, merci. On va terminer, Maître Tine. Alors, quel type de gouvernement pour aller vers toutes ces réformes annoncées? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement. Il faudrait quel type de gouvernement? Je dirais qu'il faudrait un gouvernement d'action. Parce que, vous savez, la politique, c'est 2 temps. Il y a la temporalité est très importante en matière politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle des politiques à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais également, nous avons battu campagne. Nous avons bâti campagne sur un programme politique qu'on a proposé aux Sénégalais. Ça, c'était la mobilisation par le discours. Après cela, il faut passer à l'action. Et ça me permet
de rebondir sur ce qu'il disait. Il y a de cela quelques années, je pense que c'est en 2016 ou 2017 ou 2018, quand il y avait en tout cas le Club de Paris, et 2018. que 2018, il y avait une édition spéciale. J'avais partagé un plateau avec un monsieur Wade qui est devenu le responsable du bureau opérationnel du PSE, de suivi du PSE. On discutait. Et à l'époque, les gens disaient que les dons, en tout cas, ont dépassé les attentes. Il y a tellement de milliards, comme disaient les journaux, qu'on se demandait où est-ce qu'on allait mettre cet argent. Et pourtant, quand la coalition Diomaye arrive au pouvoir, nous l'avons dit tout à l'heure, déjà l'homme a été oublié. Ils ont essayé avec les bourses de sécurité sociale et autres et tout ça pour redistribuer. Mais il n'y avait pas la transparence. Et on ne peut pas connaître les critères objectifs. Si on vous refuse, est-ce que vous avez droit, vous pouvez contester tout ça. Donc, ce n'était pas vraiment universel comme la couverture maladie universelle qui est faussement universelle. Nous attendons au gouvernement d'action qui va matérialiser la promesse de campagne qui est de créer une couverture sanitaire donc maladie. Donc, au lieu de mettre une couverture maladie universelle, c'est une couverture sanitaire. La couverture sanitaire dépasse la maladie et prévoit la prévention. Parce que si vous voulez maîtriser le coût de dépenses pour la santé, mais il faudra effectivement, en amont, avec la médecine préventive, essayer de voir comment on peut anticiper, parce que beaucoup de pathologies comme le diabète ici, il suffira simplement qu'il y ait une bonne information, des contrôles, qu'on les détecte à temps pour ne pas arriver à certaines complications. L'autre aspect aussi, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est la problématique de l'emploi, l'emploi des jeunes. Nous l'avons constaté pendant la campagne, une bonne partie de la mobilisation, c'était la mobilisation de la jeunesse avant tout. Et que ces gens, aujourd'hui, les attentes sont énormes. Et aujourd'hui, en matière d'emploi, je pense qu'on attend, dans les jours à venir, dès la prise de fonction du gouvernement, qu'il y ait une inversion des logiques, si ce n'est des paradigmes. Il l'a dit tout à l'heure. Tous les gouvernements qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours se sont mis à rivaliser que je vais créer 100 000 emplois, comme avait dit Macky Sall, 1 million. Le problème, ce n'est pas le nombre d'emplois créés. Vous pouvez créer un emploi aujourd'hui et demain il disparaît le lendemain. Ce n'est pas un emploi durable. Le plus important, c'est de bâtir, de mettre les conditions pour qu'un emploi puisse naître. Et comment naît un emploi? C'est l'adhésion, c'est l'adéquation, en tout cas la rencontre entre une demande et une offre d'une certaine manière. C'est-à-dire, moi, j'ai mon entreprise, je suis du privé, je cherche à recruter quelqu'un, il a les qualifications requises. Donc, il y a la question de l'employabilité. Mais aujourd'hui aussi, l'employabilité, il faut le dire, la temporalité, elle est importante, c'est à long terme. Parce que vous ne pouvez pas prendre un jeune, le former aujourd'hui, le qualifier et en faire un expert aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont conscients, justement, de ce que vous dites, que ça ne se fera pas du jour au lendemain? Est-ce que vous avez cette impression que les jeunes ont conscience de cela? C'est pour ça qu'il faut allier les deux, comme je dis. C'est-à-dire, à la fois, il y a des emplois qu'on peut créer immédiatement, sans avoir à passer par l'employabilité. Ce sont souvent des emplois qu'on a déjà vus. Hein. Par exemple, aujourd'hui, le Sénégal, le Dakar, souffre de 2 handicaps qui font qu'aujourd'hui, les touristes vont laisser Dakar, Saly, avec la mer, les plages, pour aller à Kigali. Parce qu'ils ont 2 éléments qu'ils n'ont pas à Dakar. C'est la sécurité. Même nous, les Dakarois, donc on a peur de se déplacer la nuit, donc sans se faire agresser, je veux dire, surtout les dames, je veux dire. Donc il y a un vrai problème d'insécurité. Et paradoxalement... Les dames sont des guerrières. Hein. Non, mais je veux dire, quelque part, quand même, ils ne se sentent pas en sécurité. Nous l'avons vu, une de vos collègues qui a fait les frais, donc malheureusement. Et donc, il y a ce problème d'insécurité, ce sentiment d'insécurité. Et ça, c'est un besoin de l'homme. L'homme a besoin d'avoir la sécurité et la sûreté. La sûreté, c'est d'être à l'abri du besoin, des tracas du quotidien. Mais la sécurité, c'est sentir. Et les touristes ne l'ont pas ici. Et l'autre aspect, c'est l'insalubrité. L'insalubrité, effectivement, nos plages, même si on a 700 000 kilomètres, on ne peut même pas trouver plus de 200 kilomètres qui sont vraiment propres comme les touristes. Donc, comment le faire? On peut mobiliser toute cette jeunesse-là pour les faire travailler. Regardez combien d'emplois on peut créer immédiatement pour la sécurité. Si on organise dans chaque commune, comme on a en France, la police municipale,
Je ne parle pas des ASP, mais la police municipale. Cette municipalité a sa forme de police, il recrute les jeunes qualifiés. L'intérêt, ce sont des emplois. Une fois créés, ils restent dans le terroir. Ils ne sont pas délocalisables. Parce que si vous faites la sécurité dans une commune, vous ne pouvez pas, demain par exemple, vous pouvez former un architecte ou un ingénieur informaticien. Il va avoir une proposition au Canada, il va vous laisser, même si vous avez investi. Donc ça, je pense qu'avec le besoin de sécurité, non seulement on va les faire travailler, mais on répond à une demande qui va rétroagir parce qu'en se sentant sécurisés, les gens pourront venir. Et ça va aussi avec la salubrité. On a vu les bénévoles qui sont sortis, qui ont commencé. Mais les bénévoles ne vont pas rester éternellement des bénévoles. Ils peuvent le faire 1 semaine, 2 semaines, mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Si on les encadre, c'est aussi d'autres types d'emplois qui naissent. Et c'est à l'État, effectivement, de regarder les besoins essentiels aujourd'hui et de faire d'une pierre deux coups, créer des emplois et en même temps répondre à un besoin social qui va rehausser l'image économique et de respectabilité du pays. Alors, on termine avec vous, professeur Diouf, Columbia University. Alors, professeur, pour vous, quel est votre idéal de gouvernement? Mon idéal de gouvernement, c'est un gouvernement restreint. C'est-à-dire un gouvernement où il n'y a pas autant de ministres pour satisfaire, si vous voulez, les membres d'une coalition qui serait arrivée au pouvoir. Mon gouvernement idéal, c'est un gouvernement dont les membres ont l'âge du président. C'est-à-dire parce que nous vivons dans une société où presque 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, un gouvernement qui correspond à la majorité. Et ce gouvernement correspondant à la majorité pourrait effectivement mobiliser cette majorité aussi bien pour des engagements dans le travail que pour faire les sacrifices qui vont être les sacrifices indispensables. C'est aussi un gouvernement qui prête une très, très grande attention à la formation. Une formation qui serait à la fois une formation, disons, laïque, si vous voulez, du système moderne, mais la formation aussi dans les daras, qui permettrait de supprimer. Et je pense que cet engagement pourrait être pris par le gouvernement qui arrive de supprimer, en fait, la mendicité. Pour moi, ces questions-là sont les questions importantes parce qu'elles permettent de travailler sur un imaginaire qui est un imaginaire de la conquête, un imaginaire du rêve qui rassemble les gens par rapport au cauchemar dont on est sorti. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux pas imaginer un pays qui peut rester presque 1 année avec son université la plus importante fermée. Et ça démontre que nous ne devons pas seulement investir sur la réforme de la justice, nous ne devons pas seulement investir sur la réforme, si vous voulez, sur l'emploi, mais nous devons aujourd'hui, plus que jamais, investir sur la formation, et une formation plurielle, et une formation qui avantage, si vous voulez, le président en a parlé, les nouvelles technologies. Et ce travail, aujourd'hui, c'est le travail indispensable. Là aussi, il faudrait des états généraux pour revoir la carte universitaire, revoir la carte des institutions de formation, mais aussi revoir, c'est peut-être ça un défaut d'universitaire, le fait que c'est un pays où il n'y a même pas de bibliothèque municipale. Le collègue qui parlait disait que oui, il y a effectivement des demandes de recrutement dans des domaines qui sont des domaines aujourd'hui très importants, des bibliothèques municipales, le fait que c'est un pays où on continue à construire des musées alors qu'on ne forme pas des gens pour travailler dans les musées, mais on a plein de jeunes Sénégalais qui ont des licences d'histoire et qui chôment. Donc il faut ce travail et que ce travail doit être fait. Et il faut que la formation soit repensée. La carte des institutions de formation et les formations
qu'elle propose repenser. Pour moi, un nouveau gouvernement jeune, dynamique, où j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes, est ce type de gouvernement qui peut effectivement nous aider à être innovants, à être créatifs. Parfait. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf de Columbia University, qui était en ligne avec nous donc, depuis les États-Unis. Merci à nos invités. Maître Abdoulaye Tine, merci beaucoup. Avocat, également membre de la coalition Diomaye Président. Merci à vous, Monsieur Daouda Tall, de ID Sénégal, un think tank, également éditorialiste. Nous remercions toute l'équipe technique qui était avec nous. C'était le plateau décryptage après la première adresse à la nation du 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous vous remercions d'avoir suivi ce plateau. Rendez-vous demain pour la cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République avec nos équipes. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne fête d'indépendance. La Seconde Guerre mondiale a été un coup d'accélérateur de la marche irréversible des colonies vers l'émancipation et la souveraineté. Avant même la fin du conflit, s'est tenue la conférence de Brazzaville qui mettait l'Afrique sur la route des temps nouveaux, selon l'expression du général Charles de Gaulle. Pourtant, toute idée d'autonomie est écartée par cette conférence. Une proposition d'émancipation est vaguement énoncée, mais strictement dans le giron français. Cette conférence jette malgré tout les bases de l'Union française dont la Constitution en octobre 1946 modifie le statut des colonies qui deviennent des départements et territoires d'outre-mer. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce « La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de droits, de devoirs, de race et de religion. La France entend ainsi conduire les peuples dont elle a la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs affaires. Cette constitution met donc en avant un principe égalitaire de droit. Quelques mois auparavant, la loi Lamine Gueye étendait la citoyenneté à tous les sujets de l'Empire. Au même moment, Félix Houphouët-Boigny fait voter la suppression du travail forcé. Mais il faudra attendre 10 ans pour que le 23 juin 1956, l'Assemblée nationale française vote la loi cadre dite Gaston Defferre. Celle-ci élargit le suffrage universel, renforce le pouvoir des assemblées territoriales et opère une décentralisation de l'administration. Tous ces changements débouchent en 1958 sur la communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle et que seul Sékou Touré a eu le courage ou la témérité de refuser.